La réflexion sur la désobéissance et sa légitimité, elle n'est pas nouvelle. Elle remonterait de manière implicite déjà chez Locke, chez Rousseau ou chez Thoreau. Par contre, ce qui est nouveau, ce qui est moderne, peut-être générationnel, c'est le fait que nous vivions dans des sociétés de plus en plus complexes, face à un État lui aussi de plus en plus complexe, de plus en plus technocratique. Ce qui est nouveau également, c'est que nous vivons une crise de l'autorité et que nous avons une défiance vis-à-vis de l'État, mais pas seulement vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des institutions en général, donc vis-à-vis de la société elle-même. Alors, commençons, avant d'évoquer la désobéissance civile en particulier, à aborder très rapidement la question de la légitimité de l'État. Parce que la légitimité de l'État, elle peut parfois être niée. Ça peut être le vecteur qui va nous amener à désobéir. Elle peut être niée lorsque l'on considère que l'État ne coïncide pas avec le bien commun, l'intérêt général ou la justice. Par exemple, lorsque l'on considère que l'État est au service des plus forts, qu'il est l'expression d'un rapport de force normalisé. Alors, dans ce cas, désobéir semble légitime, même lorsque cela heurte la Constitution. Peut même aboutir à la Révolution. On retrouverait ces idées dans le marxisme originaire, dans l'anarchisme. On peut aussi considérer que l'État n'est pas légitime, et qu'il est donc légitime de désobéir, si l'on considère qu'il est l'expression des faibles, et non plus des forts. C'est la thèse de Calliclès dans Platon, c'est la thèse aujourd'hui du libertarianisme. Et là, il serait donc légitime de désobéir à cet État qu'on qualifiera de profond. On en trouve des exemples par exemple, les prises de position de certains politiques, dirigeants de LR, notamment à propos de la zéro artificialisation des sols, président de la région Rhône-Alpes, qui il y a encore quelques mois prétendait qu'il allait désobéir à cette loi votée pourtant par le Parlement. Il en va de même également avec les critiques qu'a essuyé le Conseil constitutionnel vis-à-vis de la loi immigration il n'y a pas très longtemps encore. Donc vous voyez ici, c'est la légitimation de l'État et la légitimation de la loi, ou de la décision politique fondée sur la loi. Alors les exemples sont nombreux, on pourrait en prendre un très, très connu, évidemment, ce sont les lois antisémites du régime de Vichy. Et il importe ici, pour bien comprendre les tenants et les aboutissants et la légitimité de la désobéissance, de distinguer entre résistance et désobéissance, entre expression et action. À ce propos, un texte célèbre d'Alain célèbre les deux vertus du citoyen, l'obéissance et la résistance. L'obéissance, parce que dans une démocratie et un état de droit, l'obéissance est nécessaire pour des raisons de sécurité. Il faut de l'ordre. Sinon, c'est l'anarchie. Mais la résistance est elle aussi nécessaire, du fait de la liberté et du fait de la nature du pouvoir politique, qui a un tropisme à tendre vers la tyrannie. Mais résister n'est pas forcément désobéir. Et d'ailleurs, nous le verrons plus loin, Alain n'invite pas à la désobéissance. Il invite plutôt à exprimer, à dénoncer la loi, mais dans le cadre d'une obéissance. Alors que la désobéissance est une action, dont nous allons rentrer tout à l'heure dans les détails. Donc ici, la désobéissance, elle invite à donner des raisons, et amène parfois à des révolutions. Et peut donner même parfois des raisons au pouvoir politique de se durcir. C'est la thèse d'Alain. C'est pour ça qu'il nous dit qu'il ne faut pas désobéir. Il est dans la nature du pouvoir politique de se durcir. Et désobéir peut parfois donner prétexte à l'État pour être encore plus dur. Et peut même parfois délégitimer la cause. Et par exemple, transformer des écologistes conviviaux en dangereux écoterroristes, par exemple, à propos des méga-bassines, assez récemment. Le problème il est encore plus complexe dans les États modernes, et un des précurseurs modernes des obéissances civiles, c'est Thoreau, qui nous dit que si l'injustice est de telle sorte qu'elle requiert que je sois injuste vis-à-vis d'un autre homme, alors je dis, brisons la loi. I say break the law. Tout dépend donc, vous le voyez, de la conception de la justice, en fait. Or, la justice est un concept polymorphe, ambigu, ambivalent. On peut la définir comme ordre, avec Platon, comme harmonie. Et là, désobéir, c'est rompre un ordre. Chez Platon, rompre l'ordre de la nature.
Donc il n'est pas concevable de désobéir. On peut la saisir également comme égalité ou équité chez Aristote. Ça poserait éventuellement moins de problèmes en cas de flagrante inégalité. Ou encore, on peut la définir comme l'égalité, en un mot. Et là, désobéir poserait le problème de désobéir à l'état de droit, à la loi. Plus largement, la justice, on peut la considérer comme une valeur. On la retrouverait dans le droit naturel, dans les normes transcendantes. Le problème, c'est que les valeurs varient. Peut-être ne sont-elles pas relatives, ces valeurs, mais elles sont souvent interprétées de manière relative. Et être l'agent d'une injustice vis-à-vis d'un autre, ça reste assez difficile à apprécier et à interpréter. Et beaucoup d'exemples de désobéissance civile renvoient à des combats très très différents. Les anti-avortements, au nom de la vie, mais qui sont très souvent pro-peine de mort par ailleurs. Les anti-OGM, le manifeste des 121, l'insoumission pendant la guerre d'Algérie, les militants de droit au logement, qui réquisitionnent des propriétés privées, ou encore les professeurs d'éducation sans frontières qui soustraient des enfants immigrés sans papier aux forces de l'ordre pour pas qu'ils ne soient renvoyés chez eux. Désobéissance civile, et ce sont parfois même des fonctionnaires, d'ailleurs. Donc vous voyez, à chaque fois, est-ce qu'il s'agit d'agite-prop politique ou est-ce qu'il s'agit de militants pour des valeurs ? Il n'est pas toujours facile de savoir à quel point la désobéissance civile peut être instrumentalisée à des fins politiques ou ancrée dans de véritables valeurs. C'est pour ça qu'il faut définir, en allant un petit peu plus loin, cette désobéissance civile. Rawls, dans Théorie de la justice, à page 405, en donne une définition assez précise. Il dit que la désobéissance civile est un acte public, non violent, décidé en conscience, mais politique, contraire à la loi et accompli le plus souvent pour amener un changement dans la loi ou bien dans la politique du gouvernement. Définition assez solide, Et il insiste sur le caractère public. Oui, la désobéissance civile n'est pas une désobéissance criminelle. Et il insiste sur son caractère politique. Ce qui permet d'ailleurs de différencier la désobéissance civile de l'objection de conscience, qui recherche une exception à la loi commune, qui ne cherche pas à modifier forcément cette loi commune. L'objection de conscience, par exemple, peut être autorisée par la loi d'ailleurs. Elle n'est pas désobéissance. Alors que la désobéissance, par définition, par principe, ne peut pas être autorisée par la loi, sinon elle deviendra obéissance. On aura donc un paradoxe. Alors, des exemples d'objection de conscience, pour bien marquer la différence avec la désobéissance, Thoreau avec l'impôt, ou Tolstoï, ou plus largement tous ceux qui fondent le devoir du refus d'obéissance sur la distinction entre ce qui relève de Dieu et ce qui relève de César. À titre d'anecdote, dans la tradition morale catholique, par exemple l'article de 1242 du Catéchisme officiel de l'Église, dans l'édition de 1991, dit la chose suivante. Explicitement, le citoyen est obligé en conscience de ne pas suivre les prescriptions des autorités civiles quand ces préceptes sont contraires aux exigences de l'ordre moral ou aux enseignements de l'Évangile. Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Matthieu 22, 21. On n'est pas dans la désobéissance civile, on est dans l'objection de conscience. Il y a un grand personnage de l'histoire qui allie les deux, objection de conscience et désobéissance civile, c'est Gandhi. Il est à la charnière des deux. Alors, si on voulait aller encore un petit peu plus loin, on pourrait distinguer la désobéissance civile directe et la désobéissance civile indirecte. Désobéissance civile directe, prenons l'exemple des Civil Rights Movement aux États-Unis, dans les années 60, où là, clairement, on refuse les lois ségrégationnistes américaines. Une désobéissance indirecte, ce serait par exemple de faire un sit-in interdit, ou une manifestation interdite. On déroge à l'arrêté préfectoral interdisant la manifestation, mais pour une autre cause. Laquelle est plus légitime? Alors les auteurs sont partagés sur ce point de vue. Parce que la question de la légitimité est peut-être ici la question la plus intéressante. C'est une question qui, d'ailleurs, n'est pas pertinente dans les contextes autres que démocratiques. La question de la légitimité de la désobéissance, elle ne se pose que dans les démocraties. Si la loi n'a pas d'autre fondement que la force, alors elle ne peut pas être contraignante. C'est la leçon de Rousseau. Le droit ne fait pas la force ne fait pas le droit.
Par exemple, la désobéissance des fonctionnaires sous le régime de Vichy, elle n'a pas été sanctionnée à la Libération. Évidemment. La question de la légitimité ne se pose pas donc dans ce cadre-là, lorsqu'il s'agit de désobéir à des lois iniques. Ce qui se pose comme question, à la limite, c'est l'efficacité ou l'utilité de désobéir. Est-ce que nous avons intérêt à désobéir? Est-ce que nous n'allons pas durcir la répression? Mais ce n'est pas une question de légitimité. C'est une question de moyens, en quelque sorte. Par contre, dans le régime démocratique, la question se pose. Et l'argument du refus d'une telle légitimation est pourtant fort. Désobéir serait affaiblir la démocratie. Qu'il n'y aurait pas d'autre moyen que la Constitution, que la procédure démocratique. Et donc, quelque part, désobéir civilement, ce serait affaiblir la démocratie. Ben bon, la démocratie, est-ce que nous pouvons la réduire à une simple procédure électorale de représentation, même sur un programme clairement établi? C'est la question qui se pose, en quelque sorte. C'est pour ça que des auteurs plutôt contemporains, comme Rawls, je l'ai évoqué tout à l'heure, Dworkin, Arendt ou Habermas, ont défendu ce principe de la désobéissance civile. Arendt, par exemple, dans Du mensonge à la violence, écrit que, je cite, « Il est possible de faire une place à la désobéissance civile dans le fonctionnement de nos institutions publiques. » Et qu'il y a là une double légitimité, d'ailleurs, politique et éthique. Alors une légitimité politique, mais qui n'est pas juridique et qui ne peut pas être constitutionnelle pour les raisons que je viens d'évoquer. Néanmoins, entre Rawls et Arendt, il y a deux argumentations différentes. Pourquoi? Parce que pour Rawls, reconnaître ce droit, au sens moral évidemment, aux citoyens, c'est une condition en cas de graves atteintes aux droits individuels ou à ceux des minorités. Mais c'est plutôt dans une optique libérale que Rawls reconnaît la désobéissance civile. Peut-être qu'Ophélie Desmond en parlera demain dans cette assemblée. La désobéissance civile, c'est plus une arme défensive pour John Rawls, contre les excès d'un pouvoir de l'État. Un excès de pouvoir qui est possible même en démocratie, nous le savons bien. Reste à savoir ce qu'on appelle une atteinte grave. À partir de quand est-il légitime de désobéir parce qu'il y a eu atteinte grave? Rawls juge préférable d'ailleurs d'obéir à des lois injustes quand cette injustice reste limitée. Mais là, pareil, qu'est-ce qu'une injustice limitée? Donc, la désobéissance civile, c'est plus un mode d'expression qu'une épreuve de force pour John Rawls, dans cette perspective libérale. Ce qu'il appelle un public speech. Mais ce n'est pas une contrainte directe à changer la loi, mais plutôt le fait de faire émerger une prise de conscience du public. Alors, c'est pour ça que Arendt et Habermas vont plus loin. Et quelque part, refusent de réduire cette désobéissance à une seule utilité défensive. Parce que ce serait alors oublier, pour Arendt et Habermas, ce serait oublier son rôle politique positif. Faire progresser la démocratie. Et ça, pas simplement pour se protéger contre un pouvoir. Donc c'est plutôt une approche, non pas libérale au sens politique du terme, mais plutôt républicaniste. Ce que d'ailleurs Habermas a assumé. Donc la désobéissance, elle est essentielle dans ces sociétés complexes, très évolutives, où la loi doit s'adapter à la société. Et ici, ce que l'on peut dire, c'est que, par exemple, et Arendt le rappelle, au XIXe siècle, faire grève, c'était désobéir. Et aujourd'hui, la grève est légale dans les pays démocratiques. Et quelque part, au XIXe siècle, ceux qui étaient subversifs, les grévistes, ont rendu service à la société. Heureusement qu'ils ont désobéi. Et de nombreux exemples de pratiques légales aujourd'hui pratiquées auparavant de manière illégale, nous en avons. Je prends par exemple le mariage pour tous, à la mairie de Bègle, avec Noël Mamère, au début des années 2000, me semble-t-il. Un maire qui célébrait des mariages homosexuels alors que c'était illégal, mais qui le faisait pour faire avancer la société. D'ailleurs, Arendt va plus loin et nous dit que l'esprit de la Constitution américaine donne toute sa place à la désobéissance civile. Je cite, « par sa nature et par ses origines spécifiquement américaines, la désobéissance civile. »
Pourquoi ? Parce que la notion de consentement, et non seulement de représentation, est à la base du système de gouvernement américain, qui suppose un droit ou un devoir d'exprimer son désaccord. Et donc ici, c'est d'ailleurs ce que Tocqueville avait bien perçu, la pratique de la désobéissance civile n'est pas autre chose que la forme la plus récente de l'association volontaire, écrit Hannah Arendt. Donc ici, vous le voyez, si on veut résumer ce qu'est la désobéissance civile, on pourrait ici retenir quatre critères. Tout d'abord, le fait que tout illégalisme n'est pas de la désobéissance civile. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a de la désobéissance criminelle. Et d'une manière générale, pour qu'il y ait une désobéissance civile légitime, il faut une certaine retenue et une autolimitation de manière responsable. Tout d'abord, donc, distinguons la désobéissance criminelle et la désobéissance civile qui, elle, est publique. Ensuite, distinguons-la de l'objection de conscience. La désobéissance civile, elle a une visée politique. Elle est moins individualiste. Elle a une division collective. Elle incarne toujours un projet de société. Donc, vraiment le terme politique au sens fort du terme. D'ailleurs, Étienne Balibar parle, lui, plutôt de désobéissance civique, pour mieux marquer ce caractère proprement politique. Un troisième point permettrait de dire que la désobéissance civile ne doit pas être violente et qu'il faut la distinguer de la résistance à l'oppression face à des gouvernements tyranniques. Elle doit également respecter des principes de proportionnalité. Il s'agit de désobéir à mesure de l'injustice de la loi. Et enfin, dernière caractéristique, la désobéissance civile doit avoir épuisé toutes les procédures légales avant de se mettre en place, avoir épuisé toutes les possibilités offertes par le droit. Elle ne doit pas être la première arme, mais l'argument ultime, une fois que toutes les procédures de délibération ont été épuisées. Donc vous le voyez, la désobéissance civile est toujours d'actualité. On la retrouve chez les faucheurs d'OGM, chez les déboulonneurs de panneaux publicitaires, dans le réseau Éducation sans frontières. Elle est intéressante parce qu'elle est peut-être un symptôme de la crise de la représentativité de la politique. Et les enseignements historiques de Thoreau, Gandhi, King, plus le travail de tous ces militants d'aujourd'hui et des chercheurs, permettent de donner des pistes pour un renouveau de la démocratie. Démocratie dont l'élection et le système représentatif est sans doute nécessaire, même s'il se discute, mais qui est très loin d'être suffisant. D'où la nécessité parfois de désobéir, voire le devoir même. Merci de votre attention.